à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Yann Géano, le président de Laforêt France. Nous aborderons avec lui la vision du groupe Laforêt en matière d'immobilier résidentiel pour cette année 2022, à la lumière du dynamisme et des tendances du marché en 2021. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine et nous resterons d'ailleurs dans la thématique immobilière puisque nous ferons là aussi un bilan mais de l'immobilier d'investissement. Nous parlerons d'immobilier résidentiel bien sûr, mais nous élargirons la discussion à toutes les thématiques d'investissement en immobilier avec un focus évidemment sur l'immobilier de bureau, de logistique ou encore de commerce. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'être accompagnés de Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE et Philippe Servézy, directeur de l'immobilier au sein du groupe Corum. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux tendances sur ce marché en 2021 et évidemment à cette année 2022 qui s'ouvre, vue par le groupe Laforêt. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Yann Géano, le président de Laforêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, on est déjà un petit peu avancé dans l'année 2022. Il y a quelques mois qui se sont écoulés. On va revenir dessus. Juste avant, l'année 2021, vue par le groupe Laforêt, ça a été une année plutôt bonne comme pour le reste du secteur immobilier ? Oui, l'année 2021, c'est l'année des records, de tous les records en volume de transactions. Tout d'abord, au niveau des prix également, puisque c'est la première fois qu'on approche un prix moyen en France équivalent à 3 400 € du mètre carré. C'est l'année record également dans les délais de vente. On vend partout en France en 2021. On vendait partout en France en 2021 en moins de 90 jours, même en moins de 80 jours. Et puis également une année record en progression des prix, plus 6,1% sur l'année 2021. Alors, année record due au rattrapage de 2020 ou année record même si on regarde 2019, 2018, 2017 ? Alors, année record de tous les temps, puisque le podium, la première année c'est 2021, la deuxième 2019 et la troisième 2020. Pour répondre à votre question, évidemment un effet rattrapage. Les projets qui n'avaient pas pu se réaliser en 2020, d'une part, se sont concrétisés en 2021. Et puis, les projets également qui sont nés dans les esprits de nos concitoyens durant ces périodes de confinement et qui se sont réalisés également au cours de l'année 2020, mais essentiellement de l'année 2021. Alors ça, c'est la vision globale. Donc, si on en reste à la vision globale, on pourrait se dire, il y a eu une pause en 2020 et on a repris comme avant, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Les tendances ont un petit peu changé. On n'achète plus exactement la même chose et on ne cherche plus finalement exactement la même chose. La demande, en fait, a changé en France en 2021. Alors la demande, oui, bonne nouvelle, elle reste très présente. Elle est même toujours très largement supérieure à l'offre. On observe un déséquilibre très marqué sur le marché de l'immobilier. On recherche aujourd'hui une maison, on la recherche souvent en région ou en périphérie des grandes métropoles. Donc cette idée d'avoir accès à un espace extérieur, finalement, ce n'était pas qu'une idée reçue, vous l'avez vraiment vu dans les ventes. C'est quelque chose qui est plus demandé qu'avant. Oui, ça s'est concrétisé, évidemment. Alors déjà, cette pièce en plus pour télétravailler aujourd'hui, pour pouvoir lire, s'isoler, téléphoner. Ce bout de jardin également, ou cet extérieur, également sur des appartements pour pouvoir prendre l'air, boire un verre de menthe à l'eau, c'est recherché. Et puis le succès des villes moyennes qui apportent un peu plus de sérénité et également des périphéries, ces zones périurbaines aux portes des grandes villes et qui offrent également un accès rapide à la nature et un cadre de vie souvent plus agréable. Donc, si on reste sur cette demande, après, évidemment, on parlera de l'offre. Mais donc, si je comprends bien, on ne veut plus aller dans les centres-villes, alors que, ou en tout cas, on veut moins y aller, alors qu'il y a encore quelques années, c'était l'emplacement parfait, l'appartement en centre-ville. Et la première chose qu'on regardait, c'était l'emplacement de l'appartement. Plus proche il était des commerces ou autres, mieux c'était. Aujourd'hui, ça n'est plus une réalité. Alors, c'est difficile de généraliser. Évidemment, c'est plus nuancé que ça. On voit que les primo-accédants et notamment les jeunes actifs restent extrêmement tournés vers les grandes métropoles qui offrent un tremplin vers l'emploi, qui offrent un accès aux hubs de transport, aux loisirs, à la culture. On voit également que l'investissement locatif
continue d'être très présent dans les grandes métropoles. On voit aussi que les seniors ont besoin d'être très proches des commodités immédiates. Oui, donc tout le monde ne part pas, effectivement. Tout le monde ne part pas et cet exode n'a pas lieu tel qu'on a pu l'aborder. En revanche, les secondo-accédants qui sont déjà propriétaires, les quadras notamment, peuvent être tentés par le fait de franchir un périphérique et de s'éloigner de 5, 10, 15, 20 km du centre-ville pour accéder à une autre offre immobilière. C'est une réalité. Et puis une partie de la population, infime, certes, mais ça existe, qui se délocalise totalement lorsque les entreprises passent en 100% télétravail. On peut aller s'installer à Orléans, à Tours, à Angoulême ou plus loin des grandes métropoles pour venir seulement dans les grandes métropoles, une journée par mois ou 2 journées par mois. Donc là, on voit évidemment un marché immobilier qui accompagnerait finalement la mutation même du monde du travail. Vous avez publié une étude donc, du coup, sur cette année 2021 qui commence par Maison et Région, le duo gagnant. Donc Maison, on vient d'en parler. Région, ça concerne toutes les régions où il y a quand même où on va quand même dans les régions où il y a des métropoles suffisamment grandes pour ensuite avoir accès à des transports ou autres? Alors ça concerne toutes les régions, puisque beaucoup d'habitants des régions se sont dit que finalement, il n'était pas si mal que ça avec une offre de logements individuels souvent plus importante, plus de verdure également, donc le dynamisme qui a repris très fortement en région, et puis des hyper-urbains, des hyper-citadins qui ont souhaité, eux, se délocaliser, alors souvent des CSP+, qui sont partis en Normandie, qui sont partis sur les côtes bretonnes ou d'Aquitaine. Donc pas nécessairement uniquement autour des grandes métropoles. D'accord, de manière plus générale, donc un marché dynamique au niveau de la demande, si j'ai bien compris, au niveau des transactions, donc avec des délais de transaction qui se réduisent, ça veut dire qu'on achète plus rapidement qu'avant, alors là même qu'on a vu une folie immobilière dans certaines grandes villes il y a quelques années. Là, on a acheté encore plus rapidement en 2021. On a acheté plus rapidement au niveau global en 2021. Alors on met Paris de côté, qui a vécu une situation particulière avec le télétravail, avec sa population qui était dans les régions en résidence secondaire ou auprès de sa famille. Et qui parfois achetait du coup. Et qui parfois achetait, mais est plutôt revenu quand même globalement à Paris. Mais sinon, un marché qui s'est étendu. On a une demande qui a progressé de 18% en 2021, quand l'offre de logements disponibles a, elle, régressé de 15%. Donc cet effet ciseau qui incite les candidats à l'acquisition à se décider très rapidement, donc moins de 80 jours au niveau national. Donc il y avait moins de biens à la vente en 2021, alors là même qu'il y avait plus de demandes si on regarde sur l'intégralité du marché français. Il y a de moins en moins de biens à la vente. On sort de 5 années historiques qui sont les 5 années plus fortes en termes de volume de transactions. On sait qu'on a en amont un marché du neuf qui est en panne, qui connaît beaucoup de contraintes et qui n'arrive pas à alimenter ce marché entre guillemets de l'ancien. Donc un parc immobilier qui s'assèche, qui n'arrive pas à se renouveler et donc évidemment, comme tout le monde veut acheter la même chose au même endroit, des délais qui se compressent. Parce que oui, effectivement, vous mentionnez la situation de l'immobilier neuf et ensuite, effectivement, déjà, les promoteurs immobiliers ont du mal à faire sortir les immeubles de terre et en plus de ça, les chantiers ont été arrêtés sur une partie de l'année 2020, puis après ils ont évidemment pu reprendre. Donc ça veut dire que finalement s'il y a moins d'offres, est-ce qu'on est moins exigeant quand on achète en ce début d'année 2022, Yann Géano ? Alors non, puisque c'est justement l'enseignement du début d'année 2022. Alors un début d'année un peu particulier, puisque le mois de janvier n'a pas échappé à la pandémie. Beaucoup de clients ont rendu leurs biens indisponibles aux visites parce qu'ils étaient eux-mêmes isolés ou leurs enfants étaient isolés. Même chose du côté des acquéreurs qui ont suspendu. Il y a l'offre, la demande, mais il y a aussi la réalité, la possibilité de réaliser la transaction à ce moment précis. Donc là, il y a eu un petit coup d'arrêt des mois de janvier, comme toute la France, l'immobilier a été touché. Nos collaborateurs également, le réseau La Forêt, c'est 4500 collaborateurs. Une bonne partie également a dû s'isoler également pour s'occuper de ses enfants. Donc un mois de janvier un peu particulier, mais un mois de février qui a repris le rythme classique. Et pour revenir à votre question initiale, le vrai changement en 2022, c'est la recherche du juste rapport qualité-prix. D'accord. Et ça, c'est un changement. C'est un changement. En 2021, on achetait rapidement, je ne vais pas dire sans regarder, évidemment on regardait, mais le marché connaissait une certaine frénésie. En 2022, on observe un retour à la normale. Quand un bien est parfait, évidemment, il part très rapidement et très cher. En revanche, dès qu'il dispose d'un inconvénient,
une problématique de distribution, d'exposition. Là, place à la négociation et retour à la négociation pour ramener ce logement au juste prix de marché. Et ce, partout en France, là pour le coup, c'est une tendance que vous constatez partout? Oui, c'est une tendance... Pas là où les prix auraient le plus progressé en 2021, par exemple, et où du coup, le niveau de prix aurait induit finalement cette négociation. Non, c'est une tendance globale, alors qui est plus marquée sur les appartements que sur les maisons, parce que si on regarde quand même l'évolution des prix depuis le début de l'année, on est à plus de 2% d'augmentation des prix au niveau national. C'est encore extrêmement important. En revanche, cette hausse des prix recouvre une légère baisse des prix des appartements, moins 0,4%, et une progression de 6% des prix des maisons qui restent extrêmement recherchés, ce fameux extérieur qu'on abordait à l'instant. Donc, est-ce que, effectivement, ce rapport qualité-prix intervient maintenant dans les discussions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire évoluer le marché sur 2022? Cette loi, par exemple, climat et résilience, donc, elle n'est pas nouvelle, hein, elle était aussi là en 2021. Est-ce que ça va encore peser, vous pensez, sur la demande? Ça fait partie peut-être des défauts qu'un acheteur va regarder sur un appartement aujourd'hui? En tout cas, ça fait partie des questions et des interrogations des acquéreurs. Aujourd'hui, cette rénovation énergétique, avec un calendrier qui est quand même très pressé, 5 millions de logements destinés à être loués, bien sûr. Qui doivent être rénovés sur les 12 années qui viennent. Si on prend sa calculatrice, ça fait schématiquement 1000 logements livrés, rénovés tous les jours depuis le 1er janvier de l'année, avec un changement d'étiquette énergétique. Bien sûr. Donc, on sait que ça n'est pas possible. Les acquéreurs commencent également à s'en rendre compte. Et puis, des gros points d'interrogation sur la capacité de cette filière de rénovation énergétique, sur cette capacité à se fournir. Et le contexte actuel que nous connaissons ne va certainement pas améliorer la situation. Donc c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur la rénovation énergétique qui pose aujourd'hui beaucoup d'interrogations aux acquéreurs. Et alors il y a un autre point d'interrogation, mais on n'aura pas le temps d'en parler, c'est sur les taux de crédit immobilier qui ont une incidence également directe sur le marché de l'immobilier. Mais effectivement, comme vous le dites, le contexte actuel ne nous permet pas effectivement de savoir si les taux vont remonter ou non. En tout cas, merci Yann Géano, président donc, de la Forêt France, d'être venu partager avec nous votre vision un petit peu de ce marché 2021 et surtout votre vision de ce marché 2022 qui évolue un peu différemment finalement de la tendance 2021 globale. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine, où nous restons dans la thématique immobilière, mais du point de vue de l'immobilier d'investissement, immobilier résidentiel, de bureaux, logistique ou encore de commerce. Nous allons passer en revue ces grandes thématiques d'investissement afin de comprendre quel a été le dynamisme du marché immobilier en 2021 et pour tenter peut-être de comprendre quel sera celui de 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Servézy, directeur de l'immobilier du groupe Corum. Bonjour Philippe Servézy. Bonjour. Bienvenue à vous également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec vous, Nicolas Verdillon. On va revenir en 2021. 2021 était l'année de la reprise économique au sens large, mais aussi l'année d'un certain nombre de doutes vis-à-vis de nouveaux modes de consommation, voire de nouveaux modes de vie, de travail ou autres. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2021 en matière d'investissement immobilier? Est-ce que vous avez ressenti d'un côté cette reprise et de l'autre ces questionnements sur ce à quoi va ressembler le monde de demain et donc, en tant qu'investisseur, là où j'ai envie de mettre mon argent potentiellement? Je crois que vous avez utilisé deux mots qui sont intéressants, qui résument bien le passé et le futur, qui sont, vous avez utilisé le mot reprise et questionnement. Reprise, je crois qu'avant de parler de la France, on va remettre très rapidement dans son contexte européen les résultats. Et en Europe, le monde de l'investissement immobilier a repris de manière extrêmement porteuse, parce qu'on s'est retrouvé avec un chiffre de plus de 25%. On est arrivé à 350 milliards par rapport à 2020. Donc une belle performance en Europe. Tout à fait. 352 milliards exactement. Et quand on remet cela en perspective avec la France, elle, c'était par contre moins 11%. Moins 11%. En 2020 également en 2021. En 2021, d'accord. Voilà. Donc on se dit, tiens, questionnement pourquoi par rapport à cette reprise. Les Français n'ont pas envie d'investir dans l'immobilier. Oui, et en fait non. Et pourquoi? C'est qu'il y a un phénomène peut-être un peu plus marqué en France sur ce questionnement, et ce questionnement sur les nouveaux modes de travail, avec bien évidemment le télétravail, les questionnements sur cette reprise économique. On a eu 7% de PIB, de croissance du PIB en 2021, mais au début de l'année 2021, il y a un an de cela, je vous rappelle, on était une sorte de semi-confinement. Bien sûr. Et puis associé à cela,
a un certain nombre de questionnements aussi sur toutes les questions environnementales et le coût de ces questions environnementales. Donc la conséquence, c'est que l'ensemble des investisseurs, il n'y a pas eu un désamour sur l'immobilier de bureau, il y a eu, je dirais, une sorte de prise de recul, d'une part, et puis d'hyperconcentration sur des localisations d'investissement. Pourquoi cette hyperlocalisation ? Parce que dans un environnement anxiogène ou dans un environnement de questionnement, bien évidemment, on va là où on comprend à peu près bien ce qui se passe et on voit bien où va la pression locative. Pour bien comprendre les chiffres que vous nous avez donnés, le moins 11%, c'est sur l'immobilier de bureau ou de manière générale ? De manière globale. De manière globale, et on voit des questionnements sur l'immobilier de bureau pour le coup. Exactement. Et Philippe Servézy, vous avez fait le même constat en 2021. Effectivement, peut-être on se demandait comment allait évoluer le monde de l'entreprise et donc où est-ce qu'on allait investir ? Oui, je suis tout à fait aligné avec ce que disait Nicolas. Il y a eu une année 2021 à deux vitesses, avec 6 premiers mois qui ont été très compliqués, parce qu'on était encore en période de Covid, et les 6 mois suivants qui ont été une vraie accélération. Et la France a été un peu singulière, parce qu'il y a plusieurs pays européens qui ont plutôt eu une grosse croissance en 2021. On peut penser à l'Angleterre, qui lui était en décroissance depuis le Brexit et qui fait une année 2021 record depuis 2017 avec 63 milliards d'euros investis. Plus d'optimisme chez nos voisins européens qu'en France ou... Alors, je ne pense pas que c'était plus d'optimisme, c'est que je pense que la France déjà n'a pas eu une année 2020 si catastrophique parce que plusieurs investissements avaient été engagés en 2019 et on était en fait dans la continuité de 2019 sur les 6 premiers mois de l'année 2020, alors que l'année 2021 a plutôt commencé dans un climat un peu anxiogène et puis l'arrivée des vaccins a redonné confiance aux investisseurs, ce qui a expliqué en fait une reprise des investissements très forte sur les 6 derniers mois de l'année et qui a tendance à se poursuivre. Et effectivement, il y a eu un impact important au niveau des choix qui ont été faits, où on voit notamment le centre de Paris qui voit des loyers qui augmentent de façon très très forte, et la périphérie qui a plutôt tendance à souffrir légèrement. Ça, ce sont les enseignements du Covid qu'on a pu voir sur l'investissement de bureaux, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, avec par exemple les entrepôts logistiques très prisés des investisseurs, et le commerce de centre-ville qui a un peu plus souffert. Et là encore, plusieurs choix qui ont été faits, puisque le commerce alimentaire, par exemple, est très prisé des investisseurs, quand les marques, notamment d'habits, sont un peu plus en difficulté. Alors, on va rentrer dans le détail de chacun de ces investissements. Nicolas Verdillon, je reprends le bureau, vous l'avez évoqué tous les deux, et vous m'avez tous les deux dit effectivement qu'on va chercher du centre-ville. Donc, on va chercher quoi, 10%, 20% du parc existant aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur les meilleurs emplacements. Pourquoi ? Parce que ça rassure, parce qu'on est sûr qu'on pourra les louer quoi qu'il arrive, parce que plus si on diminue l'offre, en tout cas si on va vers là où il y a le plus de demandes, on est sûr d'avoir des loyers payés. Vous avez résumé rapidement, mais tout y est. Non, mais si on approfondit un peu il y a plusieurs raisons. Déjà, l'investisseur, il suit là où va la demande locative. Il a besoin, dans son cash flow, de pouvoir le borner, dans sa sécurité, dans sa hiérarchie du risque. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande locative bureau, puisque c'est du bureau dont on parle là, cette hyperconcentration, elle est tirée par la recherche de mixité urbaine des utilisateurs. D'accord. Mixité urbaine, parce que aussi on veut, pour ses collaborateurs, avoir des services, on parlait tout à l'heure du commerce, avoir des services, de la culture, etc. Et puis les talents, pour les attirer, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut les faire venir où il y a cette mixité urbaine. D'accord. C'est compliqué de recruter. On voit bien qu'il y a un peu une résignation. Il y a beaucoup de gens qui disent Donc en fait, le bureau n'est plus une destination qui suffit aux collaborateurs. Il faut aller dans un endroit où on a un certain nombre de services autour. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas que ça. Philippe Servézy, même question. C'est assez amusant quand même parce que il y a eu le télétravail forcé. Là, il y a des discussions dans toutes les entreprises pour effectivement mettre en place du télétravail. Mais on pourrait se dire au contraire que ça va bénéficier à des bureaux en périphérie, plus proches de ce qu'on peut voir dans le résidentiel, où on va chercher des habitations plus lointaines, alors que là, c'est tout l'inverse pour le coup. Alors oui, parce qu'on est en période de sortie de crise, et qu'en sortie de crise, on se recentre sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, il y a une demande très forte sur le quartier central des affaires parisien. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre disponible, donc les loyers sont en train de monter de façon très importante, et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc on est juste en sortie de crise, il ne faut pas l'oublier, le Covid était encore là, et il est toujours là d'ailleurs. Donc la périphérie souffre aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sera le cas sur du très long terme, parce que les niveaux de loyer qu'on est sur le point d'atteindre, notamment dans le quartier central des affaires parisien, on parle de plus de 1 000 euros du mètre carré à la location, ce ne sera pas tenable pour toutes les entreprises, surtout si vous voulez offrir des services justement à vos employés, que ce soit de restauration, de salle de sport, et les faire revenir au bureau. Donc je pense, là encore, que l'offre va s'élargir, qu'il faudra un petit peu de temps pour retrouver cette confiance, que les infrastructures au niveau des transports vont aussi sensiblement s'améliorer, avec notamment le Grand Paris, et que petit à petit, la périphérie reviendra au centre du jeu. D'accord. Mais on est dans cette réaction
suite au Covid qui est encore très jeune et qui entraîne cette surdemande sur le centre parisien. Et alors là, on parle de la demande en matière de bureaux des entreprises. Est-ce que, Nicolas Verdillon, côté investisseur, là, pareil, on veut essentiellement être dans le centre-ville et surtout pas... il y a un désamour de tout ce qui n'est pas le cœur d'une grande ville en matière d'investissement immobilier? Non, il n'y a pas de désamour. Déjà, est-ce que les investisseurs reviennent sur le bureau en 2022? Ah déjà, ils ne l'ont pas lâché. Ils ne l'ont pas lâché, c'est vrai. Juste un chiffre. Sur les à peu près quasiment 35 milliards d'investis en France dans l'immobilier d'entreprise général, c'est-à-dire comprenant également le retail, les résidentiels, etc., logistique, bureau, le bureau a représenté quasiment 60%. D'accord. Donc, on va mettre les choses en perspective. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur une chute, on est sur une augmentation moins forte. Un point d'arrêt, une recentralisation, etc. Et maintenant, pour 2022, il y a effectivement on va dire, un optimisme qui revient. Bon, je laisse de côté tout sujet géopolitique, mais il y a un optimisme qui revient sur le bureau avec des investisseurs d'ailleurs qui globalement recherchent dans nos études que nous faisons, notre étude des résultats début 2022, 60% des investisseurs pan-européens cherchent à investir plus d'equity, plus de capital, plus d'argent qu'ils ne l'ont fait l'année précédente. Et il y a un retour en bureau. Et quand Philippe Servezzi disait tout à l'heure que il y a des prix qui sont à 1 000 € et plus locatifs, on va bien voir que... Ça attire les investisseurs pour le coup. Oui, aussi. Mais après, quand c'est trop élevé ou potentiellement très élevé, il peut y avoir après quelques freins. Mais on va voir des utilisateurs qui vont aussi repartir un peu en première couronne. Et donc, les investisseurs, ils vont suivre. Ils vont suivre, d'autant plus que les types de collecte d'argent qui sont très importantes, on ne peut pas les mettre que sur Paris Intramuros, ça devient un peu cher en rendement, il faut pouvoir diluer ça dans son portefeuille. Donc vous avez des fonds qui se sont mis en place où ils vont rechercher ce qu'on appelle, nous, le corpus, c'est-à-dire ni sécurisé, ni complètement en risque. Et ça, on va le trouver dans des zones peut-être moins, on va dire, localisation prime, pour ne pas faire du franco-anglais. Donc la défense peut-être avoir de nouveau des beaux jours devant elle. Philippe Servezzi, alors moi j'ai entendu toute l'année 2021 que l'immobilier d'investissement, la star de l'immobilier d'investissement, c'était la logistique, l'immobilier de logistique, porté notamment par l'essor du e-commerce. Vous avez constaté ça sur 2021 et sur ces premiers mois de 2022 ? Oui, il y a une appétence des investisseurs qui est très importante sur la logistique. Il suffit de voir l'évolution des taux de rendement. Si on prend les années 2010 à 2018, la logistique, c'était très rare qu'elle se transacte en dessous de 6% de rendement, ce qui représente du coup le rapport entre le loyer et le prix d'acquisition. Aujourd'hui, on voit de la logistique qui se transacte en France, mais dans d'autres pays en Europe, à 3%. D'accord. C'est un rapport qui est extrêmement faible, surtout si on compare au prix de construction d'un bâtiment logistique. Et il ne faut pas oublier que la logistique est quand même quelque chose de très particulier. C'est des bâtiments qui deviennent très vite désuets parce qu'ils sont soumis à des normes qui sont extrêmement importantes et on doit faire énormément de travaux pour les maintenir à un niveau justement qui permet de les relouer rapidement. Donc si je comprends bien ce que vous me dites, il n'y a pas tant de rendement que ça en logistique, c'est ça ? Non, aujourd'hui le rendement est extrêmement bas parce que tous les investisseurs... Alors là même qu'il y a de la demande de gros acteurs de e-commerce qui livrent toujours plus pour le coup ? Tout à fait, les besoins sont extrêmement important en logistique. On a toujours besoin de plus d'espace de stockage, mais aujourd'hui, on manque de bâtiments logistiques. Il y a énormément de pression et ça génère du coup des taux de rendement à l'acquisition qui sont extrêmement faibles pour les investisseurs. Parce qu'on achète cher. Absolument. D'accord. Et qui vont obliger aussi certains investisseurs à se diversifier parce qu'on ne peut pas tenir sur des rendements de 3% sur le très long terme uniquement si on veut délivrer du rendement à ses porteurs de parts. Nicolas Verdillon, je veux que vous vouliez réagir sur le sujet logistique. Vous avez parfaitement raison. Mais là, il faut voir un côté intéressant et positif du sujet. Effectivement, il y a une compression des taux de rendement, mais en même temps, comme vous le disiez, il y a énormément de demandes suite à l'e-commerce, mais ça crée quoi ? Ça demande de la demande locative très importante par rapport à l'offre qui est de plus en plus réduite, donc mécaniquement une augmentation des loyers. D'accord. Ce taux de rendement va être aidé en rentabilité sur le moyen long terme par une augmentation des loyers. On parle jusqu'à des augmentations locatives potentielles jusqu'à 30% de plus par rapport à ce qui est payé actuellement, justement par ce manque d'offres. Qui ne sont pas effectives aujourd'hui, mais qui pourraient arriver demain parce que mécaniquement, il y a plus de demandes que d'offres. Exactement. Bon, donc l'immobilier logistique
logistique, effectivement, donc porteur entre guillemets. Et on a également alors l'immobilier de commerce. Alors l'immobilier de commerce, on sait pas trop, on a plus de mal à comprendre si c'est effectivement s'il y a eu un vrai coup d'arrêt avec la pandémie, si au contraire il y a eu un changement peut-être un petit peu ou une modification de cet immobilier de commerce. On a l'image des centres-villes, mais en fait l'immobilier de commerce c'est beaucoup plus large que ça. Nicolas Verdillon, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'immobilier de commerce en 2021 ? Je crois que vous l'avez déjà dit. Enfin, quand on parle de la pandémie, on voyait bien que les magasins étaient vides, qu'on ne pouvait pas y accéder. Ça a forcément eu des conséquences. Mais ça avait déjà commencé avant. Dans les nouveaux modes de consommation, on parlait tout à l'heure de l'e-commerce. Il est certain que maintenant, qu'est-ce qui a repris en 2021 et sur lequel on va avoir encore une confirmation sur 2022, c'est tout le commerce, on va dire déjà de proximité, de première nécessité. Donc alimentaire pour le coup. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est hypermarché a très bien fonctionné. Et puis aussi un autre type de commerce qui sont tout ce qui est ce qu'on appelle le commerce du périphérie, des grandes villes, des grandes agglomérations, le retail park pour faire du franglais, où là les loyers étaient tout à fait déjà remis et consolidés sur des niveaux extrêmement compétitifs et tenables dans les taux d'effort par les enseignes, qui fait que, et plus sans compter les modes de consommation, vous arrivez avec votre automobile, vous garez devant, bon, c'est pas très empreinte carbone, mais en même temps, ça permet de ne pas avoir à souffrir d'un environnement sanitaire qui est un peu contraignant, font que les investisseurs, ne s'y sont pas trompés, sont revenus sur ce type d'opération. Après, sur les centres commerciaux, même si on sait qu'il y a énormément de restructuration dans ce type de support de commerce, il va se passer des choses. On voit bien qu'il y a eu des arbitrages qui font que ça a alimenté. Maintenant, un chiffre de 3 milliards, c'est pas rien non plus. Mais ça fait partie de cette diversification qui est tout à fait intéressante sur l'ensemble des marchés européens et également français. Philippe Servézy, même question. Vous nous disiez effectivement que le commerce alimentaire se sortait mieux que le commerce d'habits, par exemple. Donc là aussi, il faut regarder un peu plus précisément dans quoi on investit quand on fait du commerce. Je pense que le commerce, c'est comme pour toutes les autres classes d'actifs. C'est cyclique en immobilier. Il ne faut pas être trop définitif. Et le commerce, c'était il y a encore quelques années, et notamment le commerce de centre-ville, la classe d'actifs star. Et en fait, ce qu'a subi le commerce, finalement, c'est trop de pression sur les loyers et des taux d'intérêt trop bas qui ont fait imploser une sorte de bulle. Et Nicolas a raison, ça avait déjà commencé avant le Covid. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une correction des niveaux de loyer, une correction des taux de rendement qui finalement va amener un marché beaucoup plus sain. Et je pense qu'il ne faut surtout pas enterrer le commerce. Au contraire, je pense que c'est un marché plus sain aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Et on peut se poser légitimement la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait plus sens ? Est-ce que ça fait plus sens d'acheter un bâtiment logistique, même s'il y a beaucoup de demandes, sur un taux de rendement de 3% ? Ou d'acheter un commerce de centre-ville loué à un bon loyer de marché revu après le Covid à 6 ou 7% quand il en valait 3 ou 4 il y a quelques années. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va dans la logistique où les loyers pourraient potentiellement augmenter, ou est-ce qu'on va dans le commerce où on attendrait la demande C'est d'analyser les cycles et d'être sûr en tant qu'investisseur de rentrer au bon moment et de sortir au bon moment. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir détaillé vos visions pour cette année 2021. Et donc, du coup, on comprend un petit peu plus les tendances sur cette année 2022 qui vient de débuter également. Philippe Servézy, je rappelle que vous êtes directeur de l'immobilier du groupe Corum. Nicolas Verdillon, je rappelle que vous êtes directeur investissement CBRE. On aura eu le temps de passer en revue les 4 grandes catégories d'immobilier d'investissement. On n'aura pas eu le temps d'aller dans les secteurs d'activité. On pourra le faire peut-être une prochaine fois. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à regarder le replay de l'émission, évidemment. Mais aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.